bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Petrucci, avec qui nous allons parler relations presse, relations publiques. C'est quoi le terme le plus générique qui est le plus englobant? Ah, c'est deux choses différentes en fait. Ah, c'est deux choses différentes. Voilà. Ça commence bien. Ouais. Alors moi, je vais vous parler de relations presse. Les relations publiques, c'est pas mon métier. Donc les relations presse, c'est lié aux journalistes majoritairement. Et les relations publiques, c'est plutôt lié aux institutions. Ah, ok. Voilà. Donc, la déjà première. On rentre tout de suite dans de la définition, on pose le contexte. Et alors, Karine, toi, si on s'était parlé il y a quelques mois, quelques années, tu étais adhérente APM. Toujours? Tu es toujours adhérente. On peut avoir la double casquette alors. Cumularde. Cumularde. Est-ce qu'ils l'ont inventé pour toi, ça, ou est-ce qu'il y avait des antécédents? Non, pas du tout. Précédemment, on m'a demandé de choisir il y a 10 ans. J'étais adhérente. On m'a demandé de choisir quand j'ai postulé pour être experte. Et j'ai dit, moi, je choisis d'être adhérente parce que ça m'apporte beaucoup de choses. Et puis, les dogmes varient. Et donc, aujourd'hui, on peut cumuler. D'accord, on peut cumuler. Donc je suis cumularde. Et alors, l'intitulé de ton expertise, c'est ? Oser les relations presse pour booster son business. Et j'ajoute aujourd'hui, et sa marque employeur, parce que plus que le business, c'est encore plus important pour les entrepreneurs. Alors, parle-nous un peu de toi. Aujourd'hui, tu as quitté Paris. Oui. Donc là, on a la chance de se voir à la maison de l'APM, en vrai. Mais tu as un joli teint hâlé qui nous laisse penser... Non, en fait, je le sais parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait des cigales derrière. C'est ça. Donc t'es basé dans le sud. Et maintenant, je suis à Nice. Donc, c'est un plaisir depuis le mois de mai d'avoir quitté la région parisienne, vendu mon agence, repris ma liberté à tous les sens du terme. Non, j'ai gardé mon mari quand même, mais pour le reste, tout change. Et tu continues à venir à Paris, par contre, dans ton club APM, ou tu as changé de club au passage? Non, j'ai changé de club APM. Ouais, grand changement radical. Qu'est-ce que ça change, le club? Non, tu as commencé quand même déjà à faire les premières séances dans ton club dans le sud? Oui. J'y suis allée 1 ou 2 fois. Moi, je retrouve ce que j'aime à l'APM, c'est-à-dire des gens que tu connais pas et avec qui, au bout d'un quart d'heure, tu parles de tout un tas de choses, philosophiques ou moins philosophiques d'ailleurs, mais avec des centres d'intérêt extrêmement communs. Donc, c'est ça le bonheur. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la porte, de forcer presque la porte de la maison de l'APM pour mettre une casquette d'experte? Il t'avait dit non, finalement, t'es revenu à la charge et ça y est, enfin, t'es experte. Toi, t'avais envie de partager cette passion-là que t'as eue toute ta carrière pour les relations presse? Mais oui, en fait, j'avais cette expertise, comme on dit, et je voyais en tant qu'adhérente plein d'experts tellement heureux de partager leur expertise, parce que ça nous apporte des choses en tant que dirigeants. Et moi, je me disais, mais quand même, les dirigeants de notre génération n'ont pas été formés du tout à la communication, très peu. En France, d'ailleurs, encore aujourd'hui, chez HEC, ils n'ont pas de cours de relations presse. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Or, je suis bénévole dans plein d'associations de chefs d'entreprise et eux me sollicitaient pour animer des ateliers, tu vois. Et je me disais, c'est quand même dingue qu'à l'APM, alors qu'on a quand même des belles boîtes, plus ou moins grandes, c'est pas le sujet, mais qu'on ne se dise pas, oui, moi aussi, je peux intéresser les journalistes. Et donc, comme ça m'a agacée, je suis un peu... persévérante. Alors j'ai continué et puis un jour on m'a dit, bon allez, on va vous écouter ma petite dame, et voilà, et Romain m'a fait confiance et l'équipe maintenant, et c'est un grand bonheur de partager ça avec mes pairs finalement. Et alors, comment ça se passe quand tu rentres dans la salle d'un club qui t'a programmé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens dans l'air? Quelles sont les attentes ou la compréhension qu'ils ont de ton sujet? Alors, beaucoup de méfiance d'abord, parce que très souvent, on a du journaliste l'image de journaliste politique à la télé, et donc de pitbull qui sont là pour mettre à terre les politiques. Donc, il y a beaucoup de méfiance, et je comprends. Mais en réalité, nous, chefs d'entreprise, on n'a vraiment pas besoin d'avoir peur des journalistes, à condition d'en connaître un peu les codes. C'est bien, et c'est tout le sujet d'ailleurs de mon expertise, c'est donner les clés. C'est vraiment une expertise pratico-pratique qui donne les clés de comment est-ce qu'on fait pour avoir des relations et des bonnes relations avec les journalistes, quels qu'ils soient. Donc, c'est d'abord de la méfiance, puis de l'intérêt, puis plein de questions, et puis j'espère un peu de pratique et un peu de mise en œuvre de ce sujet. Et en général, ils ont eu une expérience ou plusieurs expériences ils se sont retrouvés sur le plateau de BFM ou de leur télé locale, ou
où ils ont eu un article dans la presse économique ou pas du tout? Si, bien sûr, bien sûr. Alors, en général, moi, pour l'instant, j'ai fait quelques expertises en province. Donc, c'est plutôt avec de la presse locale, mais éminemment importante, bien entendu. Quand tu es un acteur économique localement, c'est super important d'avoir de bonnes relations avec les journalistes. Quand tout se passe bien, bah, ça se passe bien. Puis quand tout se passe mal, tu es bien content quand même d'avoir eu de bonnes relations avec eux. Donc, il y a de tout. Il y a très souvent, et c'est quand même parce qu'on est française qu'on partage le plus les mauvaises expériences. Hein. Quand ça se passe bien, bon, voilà, on n'en parle pas. Et c'est très intéressant qu'on ait cet échange-là parce que ça nourrit les échanges au sein du club et ça sert d'expérience. Alors, on décrypte. Oui, alors le journaliste n'a rien compris. Là, là. Oui, mais peut-être que tu as parlé dans ton jargon, peut-être que enfin, tu vois, peut-être que oui, mais on peut pas lire les articles. Mais non, ça c'est la liberté de la presse. Mais tu peux demander à relire tes citations, voilà. Donc on est vraiment dans ces détails-là qui font que ça peut marcher ou complètement foirer parce que bah t'as pas les codes. Alors, tu disais tout à l'heure, en France, on n'a pas l'habitude. Est-ce que outre-Atlantique ou ailleurs, d'ailleurs peut-être, tu as trouvé de l'inspiration sur la façon de faire et qu'est-ce qu'on peut faire d'une bonne stratégie de relations presse? Alors, c'est pas sur les relations presse seulement, c'est sur la com au sens large. Ok. Bah, tu sais, aux États-Unis, bien sûr que à peine tu commences à créer ta boîte que déjà tu te dis, OK, comment je vais la médiatiser? Mhm. Parce que c'est vraiment ancré dans leur culture. Nous, on fait les choses bien et le savoir-faire est plutôt apparenté un peu à de la vantardise. D'ailleurs, être chef d'entreprise jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était pas forcément quelque chose qu'on mettait en avant. On l'était, mais on n'était pas forcément fiers de ça. Aujourd'hui, les choses ont changé et tant mieux. Et parce que les choses ont changé, ça a aussi changé dans les médias. Et il y a 30 ans, quand j'ai commencé, quand tu n'avais pas un client, moi j'avais une agence donc, quand j'avais pas un client qui était dans le CAC 40, je n'intéressais aucun journaliste. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je dis bon courage à mes consoeurs qui ont des clients du CAC 40 parce que ça n'intéresse plus les journalistes. Et ce qui intéresse aujourd'hui les journalistes, et tant mieux, c'est la création de boîtes, c'est quelle est la start-up qui va révolutionner notre quotidien. Voilà. Et ça, c'est vraiment super. Pour quelle raison? Parce que, parce que les choses évoluent, parce que être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est plus un gros mot. Donc les journalistes s'adaptent à ça, hein. Le lectorat ou les auditeurs, les téléspectateurs sont aussi intéressés par ça. Est-ce que tu observes que dans l'environnement startup ou dans certains environnements, il y a des gens qui sont plus en capacité d'incarner dès le début parce qu'ils ont compris les codes ou qu'ils ont compris que c'était stratégique, plus là-dedans que dans les entreprises du CAC 40? Bah, c'est un peu ça d'ailleurs qui m'a fait vraiment insister lourdement auprès de l'APM, c'est que je voyais la dichotomie entre l'énergie que les startups qui sont mes clients mettent à essayer de pointer leur nez dans les médias et l'extrême discrétion, pour ne pas dire vivons heureux, vivons cachés, de mes pairs entrepreneurs depuis 30 ans, tu vois. Donc la différence, elle est là. Moi, je suis bénévole auprès de l'incubateur HEC. Mais dès que je mets quelques heures de bénévolat dans l'application, instantanément, c'est pris d'assaut parce qu'ils ont plein de questions sur les relations presse. Et ils ont bien compris que la prime, quand tu crées une application et que cette application a un intérêt, évidemment, il faut quand même qu'elle ait un intérêt, mais ils arrivent avec plusieurs concurrents et c'est la prime à celui qui a mieux communiqué. Et alors aujourd'hui, si on rentre un peu dans la boîte à outils, parce que ce que je comprends, c'est que c'est une grande boîte à outils que tu essayes de partager et ensuite qu'on se l'approprie. Absolument. Il y a quoi comme outil dans cette boîte à outils? Il y a comprendre comment fonctionnent les journalistes aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de journalistes qui sont spécialisés ou très peu? Pourquoi ils n'ont pas le temps de lire? Donc, ça impacte la rédaction d'un communiqué, par exemple. Moi, il y a 30 ans, je rédigeais des communiqués qui faisaient 3-4 pages. C'était classique, normal. Aujourd'hui, il faut que tout soit dans le titre et dans le chapeau, c'est-à-dire les 10 premières lignes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de lire le reste. Les médias ont de moins en moins de forces vives à leur disposition. Il faut que ça aille très, très vite. Donc voilà, c'est ça qu'on apprend, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'un journaliste a besoin de telle et telle info et comment moi je me mets au service de ce journaliste si je veux avoir du succès avec lui. Donc un titre, un chapeau qui résume de façon très forte l'idée clé. Mm. Il y a quoi d'autre comme est-ce qu'il faut que ce soit très incarné justement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un portrait du dirigeant ou quelque chose de vraiment d'incarné ou ça c'est pas nécessaire? Ça dépend du message en fait. Tu vois, si tu parles d'une application ou d'un outil ou d'un produit ou d'une solution, et puis ça dépend des médias. Tu peux avoir des relations presse avec un objectif de donner de la visibilité au produit
pour le partager, le vendre. Et puis, tu peux aussi avoir un objectif de levée de fonds. Donc là, il vaut mieux incarner. Ou alors un objectif de recrutement et tu es le super boss que tous les jeunes rêvent d'approcher, avec lesquels ont envie de travailler. Donc là encore, c'est différent. Ok, donc toi déjà, tu travailles aussi sur, ou t'accompagnes les dirigeants à travailler sur l'objectif. Absolument. Et de l'objectif aussi, j'imagine, découlent les réseaux dans lesquels tu vas essayer de diffuser ton message. En fait, les relations presse, comme beaucoup en communication, c'est de la stratégie militaire. Hein. C'est objectif, cible. Et après, le média ne vient que se mettre, faire le passe-plat, entre guillemets. J'aime pas cette expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Un journaliste, c'est pas lui qui va acheter ton produit, c'est ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs. Et donc, il faut l'identifier en tant que tel. Voilà. Donc, c'est tout aussi simple que ça, plus complexe, mais assez simple finalement. Tu identifies tes cibles, tu donnes un message pour ces cibles-là, et ensuite, tu trouves le journaliste qui va porter ce message auprès de tes cibles. Qu'est-ce qui peut te faciliter la vie pour déjà peut-être définir ta cible et surtout la rapprocher des types de médias auxquels elle va accéder? Il faut que Est-ce tu qu'il sois... existe des outils pour ça? Ah, tu veux dire acheter des fichiers par exemple? Je sais pas. Alors déjà, moi ce que je remarque, c'est que parfois, ce qui n'est pas vrai à l'APM, mais parfois, certains dirigeants n'ont pas vraiment une idée très claire de leur stratégie commerciale. Ouais. Quand tu n'as pas une idée claire de ta stratégie commerciale, oublie les relations presse parce que ça se voit. En fait, si tu n'as pas identifié tes cibles, tu ne peux pas identifier le média qui va parler à ces cibles-là. Donc ça, c'est vraiment le B à bas, c'est à qui je parle. Et après, qu'est-ce que je dis à cette personne? Et aujourd'hui, tu tires ton épingle du jeu si tu personnalises. Le journaliste, il est inondé parce qu'on parle des outils. Voilà, c'est simple, tu achètes des outils, tu achètes des fichiers qui sont pour la plupart complètement faux parce que les journalistes changent très très vite de casquette et voilà. Donc c'est pas le conseil que je donne, mais admettons. Et du coup, comme ces journalistes se retrouvent dans des fichiers à recevoir des centaines de mails par jour de gens qui ne connaissent pas et de sujets qui ne sont pas leurs sujets, tu tombes complètement à la trappe. Donc en fait, il faut vraiment se faire de la personnalisation. Moi, le conseil que je donne toujours aux entrepreneurs qui se disent « je vais essayer dans un premier temps de le faire moi-même », c'est de dire « connaissez bien vos cibles et quels sont les médias qui touchent vos cibles ». Et une fois que tu as ces médias-là, allez, disons une dizaine, la première année, tu t'attaches à rencontrer réellement 10 journalistes, à créer du lien avec ce journaliste qui en a ras-le-bol de recevoir des mails impersonnels toute la journée. Et si toi, dirigeant, tu commences à rencontrer réellement les 10 journalistes qui parlent à tes cibles, t'as gagné parce que le jour où tu auras vraiment une information intéressante à lui dire, il va t'écouter d'une oreille totalement différente et passer tes messages. Qu'est-ce qui a changé dans les médias traditionnels, enfin non, dans les médias tout court, depuis la digitalisation du monde? En fait, ça s'est structuré. Les outils, voilà, tout va plus vite. Quand je te disais, on n'a plus de journalistes spécialistes, c'est encore pire quand les journalistes rédigent pour les sites internet des médias. Alors là, il faut on dit pisser de la copie, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est une dizaine d'articles par jour. Comment tu peux être spécialiste et creuser le sujet quand tu dois, pour des raisons de SEO, enfin des raisons digitales pures et pas des raisons d'information, pisser de la copie? Tu peux pas creuser les sujets. Le SEO, c'est le référencement naturel? Ouais, c'est ça. Donc en fait, on se retrouve face à des journalistes et il faut pas leur en vouloir. Ça, c'est vraiment ce que j'explique dans l'expertise. Il faut pas leur en vouloir, il faut les aider parce qu'ils sont en souffrance. C'est difficile d'être journaliste aujourd'hui, vraiment. Hein, tu vois, moi, je préfère être attachée de presse que journaliste, vraiment. Et parce que tout va trop vite et qu'ils n'ont pas le temps de creuser les sujets et d'ailleurs, alors pour répondre à ta question, pour moi le grand bouleversement dans les médias, c'est pas tellement la digitalisation, c'est l'arrivée des chaînes continues, d'infos continues. Ça a vraiment changé les choses parce que quand tu as un BFM et consorts, mais particulièrement BFM TV, pas BFM Business, hein, c'est très différent, mais BFM TV, il faut avoir des sujets toute la journée. Or, tu peux pas avoir des choses intéressantes à raconter toute la journée. Donc il faut faire du reportage. Et donc, c'est du Kleenex. Et pour toi, là-dessus, il y a des opportunités pour les entreprises? Plutôt sur BFM Business, pas tellement sur BFM TV. Sur BFM Business, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est encore une chaîne qui aime les médias, même s'il y a beaucoup d'émissions sponsorisées qui ne disent pas leur nom. Mais c'est quand même une chaîne qui aime les médias, oui. Ouais, alors, on va revenir à cette question parce que justement, je voulais que tu me parles de ça, des émissions sponsor, parce que des fois, on n'y voit pas très très clair. Et je reviens juste en amont. La question qui me vient, c'est
Est-ce qu'il y a des endroits où les audiences se trouvent, des sites ultra spécialisés, des magazines en ligne, mais très spé, ou alors est-ce que majoritairement encore les audiences se trouvent derrière les gros, à la presse papier nationale ou la presse papier régionale ou les magazines papier spécialisés mais qu'on connaît qui sont en kiosque? C'était un petit peu la question que je me posais avec justement le bouleversement du digital. Est-ce qu'il y a plein de nouveaux médias qui sont nés ou alors non, pas du tout, c'est toujours les 10 mêmes, il faut toujours essayer d'être dans les échos, dans le monde et dans... Écoute, je te donne juste un exemple. Le Graal pour toutes les startups, c'est Capital sur M6. Ouais. Et ce qui fait sauter tous les sites internet, c'est le JT de 20h sur TF1. Voilà. Donc c'est à les l'Ouest, c'est rien de seuls. nouveau. Bah non. Et par Alors, contre, il y a ils ont très peu de place. très peu de place, très peu d'élus. Ils ont quand même perdu en audience, bien sûr, parce que quand on était une seule chaîne et qu'on en a 450, évidemment, pour autant, et dans les grands rassemblements, tu vois, là on est en pleine Coupe du Monde de rugby, ils font des audiences de dingue. Et donc, c'est encore fédérateur, la télé. Bien sûr, on a des plateformes, bien sûr, on zappe de l'un à l'autre, hein, mais sur des grands sujets, la télé, ça reste quelque chose de vraiment extrêmement puissant. Et tu dirais que n'importe quelle entreprise aurait quelque chose à raconter qui pourrait passer au JT ou à Capital? C'est juste une question de finalement trouver le bon angle et puis de trouver le bon propos? Bah, ça dépend. Si tu es en B2C, oui, probablement. Si tu es en B2B, probablement pas. Et puis, de toute façon, c'est pas toi qui décides, c'est le journaliste. Alors, donc, il faut trouver le bon angle déjà. Même en tant que professionnel, il faut vraiment se creuser les méninges pour trouver le bon angle. Et ça ressemblerait à quoi alors des relations presse en B2B? Ah bah, par exemple, les experts comptables décident qu'il faut changer le plan comptable et donc on a beaucoup de communication dans les sphères de DRH ou d'experts comptables parce que ça s'adresse à ces gens-là, tu vois. Oui, les relations presse B2B existent aussi et sont aussi importantes. Alors c'est beaucoup plus facile parce que tu as de la presse professionnelle qui est en général extrêmement preneuse de ton information et puis assez facile à trouver. Donc ça, c'est le bonheur. Et alors revenons à ton point de tout à l'heure sur tout ce qui était partenariat rémunéré ou tout ce qui va être public rédactionnel ou tout ce qui va être participation payante. Avec les réseaux sociaux par exemple, moi j'ai vu arriver des contenus dans mon feed où c'est sur le plateau de BFM Business, mais en fait c'est jamais passé à la télé. C'est une pastille qui a été enregistrée dans les conditions avec le journaliste. Mais c'est jamais été un reportage. Comment on détricote le vrai du faux là-dedans? Compliqué, mais de la même manière. Je veux dire, ça fait quand même quelques dizaines d'années maintenant que le digital est arrivé massivement dans nos vies et le législateur va pas aussi vite. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Il y a très peu de temps. Nous, en presse écrite, quand tu payes un publi rédactionnel, c'est-à-dire qu'un publi rédactionnel dans un magazine, admettons que ce soit un magazine papier, mais c'est pareil en ligne, tu es un annonceur. Donc tu payes, tu maîtrises absolument tout. Tu relis tout, tu valides tout. Ça s'appelle de la publicité. Hein. Moi, c'est pas opposable aux relations presse, c'est autre chose. Ça, c'était une obligation, et ça l'est toujours, d'écrire quelque part, le plus planqué possible, mais c'est quand même écrit. Public communiqué, publi info. Enfin, les médias sont très très forts pour trouver des mots qui n'existent pas, mais qui veulent bien dire que c'est pas un article. Tu sais, c'est comme Canada Dry. Ça a la couleur, ça a la saveur, mais ça n'en est pas. Bah, c'est exactement ça. Et l'objectif, c'est bien de tromper le lecteur, c'est vraiment ça. Mais après, le lecteur peut être un peu éduqué aussi, tu vois. D'ailleurs, on fait cet exercice dans les ateliers que j'anime. C'est le match pub relation presse, enfin pub article. Et évidemment, je glisse des publis communiqués, des publis infos, des tout ce que tu veux. C'est là qu'on se rend compte que ça fonctionne. Parce que nous, dirigeants qui sommes quand même un peu aware, bah, on se fait avoir comme tout le monde. Donc, pour revenir à ça, moi, je trouve absolument scandaleux que ce soit pas plus marqué que ça. Donc, nous, on le sait, et même nous, attachés de presse, on se pose la question parfois, notamment sur BFM. Le pire, alors je fais de la délation, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Le pire, c'est quand même Bismart, qui est sur le papier, une magnifique télé digitale créée par Stéphane Soumier, qui a fait les belles heures de BFM TV. Je suis sûre que les entrepreneurs qui nous écoutent ont tous entendu et écouté avec grand plaisir Stéphane Soumier quand il était sur BFM Business et qu'il animait la matinale, parce qu'il a vraiment donné des vocations. Moi, j'ai plein de start-upers qui m'ont dit « Moi, j'ai eu envie d'être entrepreneur parce que j'ai entendu Stéphane Soumier ». Sauf que Stéphane Soumier a créé une chaîne qui ne dit pas qu'elle est payante, or elle est 100% payante. 100%, il n'y a même pas de journalisme, en tout cas très très peu.
Très très peu. Alors on te dit pas que c'est payant, mais on te dit il faut payer les droits. Enfin tu vois, c'est un peu biaisé. Mais pour moi c'est pas honnête. Voilà. Et bah, il faut éviter ça. Ou tu le fais parce que tu sais pourquoi tu le fais, mais c'est pareil pour les publis, hein. Je veux dire, tu peux très bien t'acheter 2 pages dans le magazine Capital. Ça sera, tu maîtrises tout exactement comme de la publicité. Maintenant, tu peux avoir en tant que dirigeant un intérêt à maîtriser complètement ton message et parce que c'est la bonne cible, ça vaut le coup de mettre 20 ou 30 000 euros parce que c'est ce que ça coûte dans ce genre de médias. Oui, la question que je me posais, c'est est-ce que finalement c'est parfois un passage obligé dans une bonne stratégie? On va nous dire, ok, bon, bah, par contre, il y a une partie, si vous voulez accéder à du rédactionnel traditionnel, ça serait bien, on vous suggère de prendre une pub payante, ou enfin en tout cas de prendre du public, et que ça pouvait être une partie de la stratégie et du savoir-faire du coup côté relation presse que de combiner intelligemment ces différents outils. Alors sur le fond, non. Parce qu'en fait, c'est du donnant-donnant. Toi, tu donnes de l'information aux journalistes qui intéresse ses lecteurs. Tu donnes une information de qualité qui intéresse ses lecteurs. Et le journaliste, il est quand même là pour donner cette information. Donc, il n'y a aucune raison que tu payes. Maintenant, un média, c'est une entreprise. Donc, bien entendu, c'est la publicité qui paye ces journalistes-là. Alors, moi, je travaille avec de la presse nationale. Évidemment, aucun journaliste du Figaro ne te dit « Ah, mais est-ce que votre client est annonceur ?» Bien sûr que non. Maintenant, j'imagine que, et encore une fois, moi, je travaille plutôt pour des startups, donc personne n'est annonceur, ou des entreprises qui ne sont pas annonceurs. Mais j'imagine que quand tu es l'attaché de presse de Dior et que Le Figaro, Madame et Magazine sont sponsorisés de la première à la dernière page, enfin, en tout cas, Dior achète des tonnes et des tonnes de pages, j'imagine que quand tu sors une collection, et c'est normal, tu es en bonne place. Voilà. Je dirais c'est un envoi d'ascenseur. Mais ce que je voudrais dire aux dirigeants, c'est que ce n'est pas un passage obligé. Et que ce n'est pas un chantage du tout. Je te donne un autre exemple, parce qu'il faut quand même défendre les journalistes. En France, on a cette chance d'avoir des vrais journalistes. Alors, ils ont les défauts, malheureusement, de ne pas avoir le temps, mais ce n'est pas vraiment de leur faute. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ont un vrai code de déontologie. La liberté de la presse en France, c'est fondamental, et il faut se battre en tant que citoyen pour ça. Et je te donne un exemple, quand tu fais un reportage avec un journaliste de TF1, donc quand tu es attaché de presse, en général, tu accompagnes ton client pour voir que tout se passe bien, etc. Bon, le reportage se passe bien, on n'est pas en direct, des fois on le refait, etc. Et puis arrive l'heure du déjeuner, on va déjeuner. Le journaliste de TF1, il refuse que tu l'invites à déjeuner. Tu vois ? Donc ça te montre la haute déontologie de 90% des journalistes. Et pourtant, le reportage a été fait, il en fera ce qu'il voudra, tu ne regardes pas le montage, donc tu n'as aucun pouvoir sur, tu vois, tu n'achètes pas un journaliste avec un sandwich. Mais voilà, et c'est plutôt comme ça que ça se passe en France, et ça, il faut s'en réjouir. Okay. Donc tu nous as bien expliqué les raisons pour lesquelles c'était fondamental, comment on pouvait s'y prendre, mais en interne, comment je m'organise quand je suis voilà, une start-up je sais pas, je viens de lever des fonds, j'ai 150 employés. C'est quoi l'étape d'après pour pouvoir avancer sur ce sujet-là? Bon, alors, si tu viens de lever des fonds et tu attends 150 employés, prends une agence. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Mais directement une agence? Oui. Mais on n'est pas obligé de commencer par le faire soi-même? Bah non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Non, mais en revanche, intéresse-toi parce que tu seras un meilleur client pour ton agence si tu as compris comment ça marche. Et en fait, toute cette évangélisation un peu que je fais à l'APM, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, même si je vous donne des astuces, je ne suis pas née de la dernière pluie. Et donc, je sais bien que vous aurez beaucoup de mal à mettre ça en pratique tout seul au sein de vos entreprises. En revanche, quand vous aurez fait ce choix, d'abord, vous ressortez de l'atelier en vous disant « Ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé, mais peut-être que moi aussi, je peux intéresser. » Et je peux te dire que j'ai pas fait 50 expertises, j'ai dû en faire une petite dizaine. Donc, rencontrer, je sais pas, peut-être une centaine de dirigeants. J'en ai pas vu beaucoup qui n'avaient vraiment rien à dire aux journalistes. Parce que tu vois. Là, dans ton atelier, tu leur fais rédiger un communiqué de presse? Non, on n'a pas le temps, mais on fait le tour de table et puis on parle des sujets. Et puis on fait des exercices, et des vrais exercices avec des vrais sujets qui leur appartiennent. Donc, voilà, ça va de la création de tomates à j'ai un hôtel Thalasso avec de l'eau de mer, on se chauffe avec de l'eau de mer. Il y a eu un tollé général, comment je fais pour dégoupiller. Enfin voilà, on est très pratico-pratique. Et en fait, l'idée, c'est déjà de se dire, je peux le faire. Et moi, ce que je dis toujours, c'est si vous voulez le faire, faites-le à minima avec une petite dizaine de journalistes dans une première année, ça suffit. Et surtout, le conseil que j'ai, c'est ayez du temps à y consacrer. Si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas. Ça sert à rien de rédiger un communiqué et de l'envoyer si tu fais pas derrière 3 semaines de relance, ça marche pas.
pour les raisons que je viens d'invoquer. Les journalistes reçoivent des tonnes et des tonnes et des tonnes de mails. Donc, si derrière, tu fais pas les relances téléphoniques, WhatsApp, enfin, par tous les moyens possibles, ça sert à rien. Alors, on a compris qu'il y avait de la presse locale et régionale. Dans quelle proportion ça se passe quand même tout à Paris, Île-de-France? Non. Après, ça dépend où sont tes cibles, ça dépend à qui tu parles. Mais tu sais, je parlais de la marque employeur au début de notre entretien et ça me semble fondamental. On a tous et toutes beaucoup de difficultés à recruter. Google adore les articles natifs, enfin les articles originaux que sont les articles de presse. Donc, quand tu as un papier, même dans le journal local, qui dit on recrute et nous, on a telle et telle position par rapport, voilà ce qu'on offre à nos collaborateurs, voilà comment on travaille, on est des mecs trop bien et des nanas trop bien et c'est trop chouette de travailler ensemble. Google aime ça. Et qu'est-ce que fait un candidat? La première des choses qu'il fait, c'est il tape le nom de l'entreprise dans Google. Et comme c'est les premiers articles qui ressortent, tu as tout intérêt à avoir ce qu'on appelle de la bonne presse. Donc la presse locale, pour ça, c'est génial. Et puis, tu t'inscris aussi dans un écosystème local. Et non, tout ne se passe pas à Paris. On a en France énormément, même pour des grands médias, dans toutes les villes de province, on a des correspondants locaux et qui bossent. Et au contraire, tu vois, je dis même toujours aux startups, arrêtez de mettre vos sièges sociaux à Paris parce que tout le monde fait ça. Du coup, médiatiquement parlant, c'est vraiment difficile d'émerger. Alors que pour reprendre Nice, quand tu as une start-up dont le siège social est à Nice, le journaliste d'M6, de TF1 et du journal et du Figaro, par exemple, même pas juste le journal local, ils sont très très contents de mettre à l'honneur les start-up ou les entreprises, on ne parle pas que de start-up d'ailleurs, les entreprises locales qui ont aussi des idées en province. Bon, ça c'est une ode à la province. Mais oui. Merci pour ça. Et j'ai une dernière question. En remontant tout à l'heure dans les couloirs, moi j'ai été convaincu, j'ai croisé le contrôleur de gestion et il m'a dit tu demanderas à Karine, là j'ai reçu sa facture, il est où le ROI? Bon, ça t'oublie. On les connaît, hein, toujours les financiers là qui sont derrière et qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que ça va rapporter quelque chose. Qu'est-ce que tu réponds à cette question on a dû te poser pendant 30 ans? Bien sûr. Et alors je vais te donner, c'est dans un des ateliers qu'on m'a fait la plus belle réponse parce que effectivement un des adhérents disant bon alors ok, d'abord combien ça coûte déjà. Donc, à la première question, combien ça coûte? C'est comme les avocats, il y a tous les prix. Moi, je dis, quand vous payez quelqu'un qui s'occupe de vous dans une agence et que vos honoraires sont inférieurs à 2 000 € par mois, il y a peu de chances que cette personne ait le temps de s'occuper de vous. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens que je dis ça. Maintenant, on peut avoir des super stagiaires en interne qui, pour au contraire 2 000 € par mois, sont ravis et super opérationnels. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le ROI, je donnerai cette analogie que j'ai trouvée très juste. Donc, le copain APM répondant, écoute, quand tu entres dans une boutique, pourquoi tu y entres? Parce que la vitrine est jolie, parce que les produits sont jolis, parce que la couleur te plaît, parce que tu en as entendu parler, parce que tes copains t'ont dit on y va, un peu tout. Parce que la vendeur ou le vendeuse sont compétents, un peu tout. Donc, en fait, les relations presse en soi, c'est pas héroïste, c'est juste un outil en plus puissant qu'on n'utilise pas tellement en France et du coup avec lequel on peut un peu faire la différence en s'ajoutant à tous les autres outils de communication. Bon, si avec ça, on n'a pas convaincu nos auditeurs de se lancer dans les relations presse et d'embarquer là-dedans des professionnels pour les accompagner, parce que oui, c'est un métier expert, on vient de l'entendre pendant 30 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, quelque chose qu'on aurait oublié Non, il faut oser. Cet atelier s'appelle Oser les relations presse pour 2 raisons. La première, en hommage à mon club historique APM qui s'appelle Paris-Ozon. D'ailleurs, je vous embrasse, mes amis de Paris-Ozon, qui m'ont donné l'idée de cet atelier. Et en fait, on a fait un jour, comme on sait le faire à l'APM, une journée tous experts. Et voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais évidemment, c'est une mine d'informations. Et puis, donc, pour la première raison, c'est en hommage à ce club. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, c'est nous-mêmes dirigeants qui n'osons pas. Donc, oser. On terminera là-dessus. Bonjour à Ozon, Paris-Ozon. Et puis, un grand merci de nous donner l'envie d'oser. Écoute, là, on repart de là avec... on va se ruer sur un document vierge pour essayer de rédiger notre premier communiqué de presse et surtout de prendre le temps de savoir à qui on l'envoie. Hein. Chiche. De tisser du lien. Allez, chiche. Un grand merci, Karine. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir.